Le 3 septembre 1932, Raphaël Binet, photographe à Saint-Brieuc, troque ce jour-là son appareil photographique contre une caméra de série, la fameuse Pathé Baby. Raphaël Binet est d'abord et avant tout photographe. Mais lorsqu'il se met derrière la caméra, son regard est le même et sa cinématographie est tout aussi sensible. La ville de Saint-Brieuc et la Vibriochine ont été très peu filmées avant 1930. Les images animées de Raphaël Binet sont un témoignage précieux et unique sur le passé de Saint-Brieuc et sa région entre les deux guerres. En qualité de photographe puis de cinéaste, Raphaël Binet a été pendant 20 ans un témoin privilégié de la Vibriochine. Lorsqu'il filme, il ne recherche pas le pittoresque. Il montre la vie telle qu'elle se déroule sous ses yeux, saisie sur le vif, sans artifice ni mise en scène. Lorsqu'on lui parlait de son travail, il répondait modestement « Je ne suis pas plus malin qu'un autre, je regarde, je vois, c'est tout ». Raphaël Binet a de toute évidence une grande sensibilité d'artiste. Tout le passionne, la musique, le chant, la peinture, la photographie et le cinéma. Dans sa jeunesse, au cours de sa formation chez Émile Tourtin à Paris, il aurait côtoyé Antoine Lumière et fréquenté le cinéma de Georges Méliès. Disons qu'il connaissait Méliès. Binet se retrouve à un moment quand même important de sa jeunesse, de sa formation, au centre de la création à la fois technologique et artistique du tournant du siècle. Donc dès l'enfance, Raphaël Binet est en contact avec l'image animée. En 1922, quand Octave Louis Aubert crée la revue La Bretagne touristique, Raphaël Binet en devient le directeur artistique. Il est chargé du choix des illustrations et de la mise en page. Il en sera aussi l'un des photographes attitrés. Les reportages photographiques de Raphaël Binet sur la naissance de la station balnéaire de Sables-d'Or-les-Pins ou sur la prestigieuse course automobile de la Coupe Florio figurent en bonne place dans la revue. Si Octave Louis Aubert qualifie les Sables d'Or de féerie incarnée dans la réalité, Raphaël Binet regrette ouvertement la destruction des splendides dunes de sable au profit d'un projet qu'il juge incongru et néfaste au site. Il faut imaginer que les Sables d'Or, il y avait une dune qui faisait environ 40 mètres de hauteur avec des vallons, etc. Et que tout le site est totalement arasé en 24-25. Donc ça, c'est vraiment un chèque pour lui. Nous verrons plus tard combien l'amour de la nature et la protection des paysages seront pour Binet une véritable obsession. En 1925, Raphaël Binet quitte la direction artistique de la Bretagne touristique et juste après ce départ qui reste inexpliqué, paraît un numéro spécial de l'illustration économique et financière entièrement consacré aux Côtes du Nord. La plupart des photographies sont signées Raphaël Binet. Mis à part quelques manifestations particulières, on trouve assez peu d'images de la vie ordinaire à Saint-Brieuc avant 1930, alors que la ville connaît à cette époque des changements considérables. Dès le début des années 20, le gros bourg rural du début du siècle se transforme et prend peu à peu des allures de ville attrayantes et dynamiques. Raphaël Binet connaît alors une très grande notoriété en tant que photographe. Son seul nom devient sa raison commerciale, l'atelier artistique de la rue Charbonnerie devient le studio Raphaël Binet, portraitiste et photographe. Mais le métier même de photographe est aussi en train de changer. Raphaël Binet, comme tous ses confrères de l'époque, doit s'adapter. Il sort de plus en plus de son atelier pour réaliser des reportages en situation, dans les bureaux, les ateliers, les usines ou les ports, à Saint-Brieuc et un peu partout dans le département, comme ici au Papeterie-Vallée à Belle-Île-en-Terre en 1930. Toujours à l'affût des nouveautés technologiques, il sait, dès la commercialisation vers 1925 de la caméra et du projecteur Pathé Baby, ce que le cinématographe peut apporter de neuf et de moderne à son art. Raphaël Binet fait inscrire alors sur son enseigne « Studio Binet, portrait d'art, tout pour la photo et le cinéma ». C'est donc avec une caméra de série, identique à celle de n'importe quel amateur, que Raphaël Binet se met à filmer. En fait, Binet va se lancer derrière la caméra, en parallèle avec la diffusion commerciale du format réduit.
À l'époque, c'est en France le pâté baby en format 9:5. Donc une très petite pellicule avec une perforation centrale, très fragile, mais qui donne à voir aujourd'hui des images très rares. Et lorsqu'il se met à filmer, il se tourne naturellement vers des sujets liés à son activité commerciale de photographe. L'évêché fait alors partie de ses clients privilégiés. C'est ainsi qu'il filme beaucoup les institutions religieuses, l'institution Saint-Pierre, le noviciat des Sœurs des Châtelets à Ploufragan, des communions solennelles et des rassemblements catholiques, comme ici devant le monument aux morts de Saint-Brieuc, à l'occasion d'une cérémonie patriotique d'une ampleur exceptionnelle sur laquelle nous avons peu d'informations. Ce jour-là, le petit train des Côtes du Nord a bien du mal à se frayer un passage pour rejoindre la gare départementale située à proximité. Dans la nuit du 2 au 3 février 1928, eut lieu à Saint-Brieuc un incendie spectaculaire qui faillit embraser tout le centre-ville. Les ateliers de l'imprimerie Guillon, situés rue Saint-Gilles, furent ravagés par les flammes en moins de 2 heures. Et là, on a une délibération très intéressante parce que les conseillers municipaux se disputent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment une histoire à la Sherlock Holmes, c'est-à-dire que tout le monde était là, personne n'a vu la même chose. Est-ce que les pompiers étaient compétents? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Est-ce que la motopompe est arrivée au bout d'une demi-heure ou d'une heure? Tout le monde n'est pas d'accord. Les pompiers durent combattre l'incendie avec des seaux d'eau. La motopompe du centre de secours était en réparation. Un fiasco qui valut au commandant des sapeurs-pompiers de sévères remontrances de la part des autorités municipales. Mais à quelque chose malheur est bon, puisqu'à la suite de cet épisode, le matériel de secours fut entièrement renouvelé. L'on voit ici, filmé par Raphaël Binet, les hommes du feu partir en exercice dans la ville avec leurs pompes à brinque-balles, leurs grandes échelles et les lances à incendie qu'ils s'emploient à déployer avec un zèle parfaitement maîtrisé. Les élus sont satisfaits et la population rassurée. Dès ses débuts dans la cinématographie, Raphaël Binet ne se contente pas de filmer. Il se préoccupe aussi de projeter ses images. S'inspirant des actualités filmées du Pâté Journal, diffusées dans les salles de cinéma, Binet se propose d'en faire autant à l'échelle des actualités locales. Alors, j'essaie de trouver... Alors là, je vois cinéma Familia. Oui, est-ce que alors le cinéma, les deux cinémas, Familia et du Guesclin, existent. À l'époque, le cinéma Familia, dirigé par Paul Lavolée, depuis environ une dizaine d'années, et le cinéma du Guesclin a été créé en septembre-octobre 1932. D'accord. Alors, je continue mes recherches. Non. Ah voilà, séance cinématographique par l'artiste briochin Raphaël Binet. C'est ainsi que sous la rubrique « Images de chez nous », les briochins pourront voir régulièrement les films de Raphaël Binet au cinéma, mais aussi au théâtre municipal, à la Maison du Peuple et dans les salles de patronage de la ville. L'un des premiers reportages complets tournés par Raphaël Binet relate l'escale du premier Tour de France des prototypes civils et militaires sur la grève des courses en juillet 1931. Le pilote enchaîne ici voltige et acrobatie pour le plus grand plaisir des spectateurs agglutinés sur la grève et les falaises environnantes. Au cours de ce meeting, le public put découvrir le trimoteur commercial d'Ille et Bacalan, mastodonte de 12 tonnes, capable de transporter 28 passagers. Je pense que c'est à partir de cette manifestation-là que Binet a vraiment projeté ses films de façon publique dans les cinémas ou dans les salles de spectacle de Saint-Brieuc. Ah oui, donc cette référence elle est très importante.
Et notre reporter d'actualité filme la vie comme elle va. Toujours à l'affût du moindre événement, comme la fête foraine installée sur le Champ de Mars, avec ses nouvelles attractions comme ici le tapis roulant, que le public découvre pour la première fois à Saint-Brieuc. Et visiblement à Saint-Brieuc, tout le monde s'amuse. À cette époque, Saint-Brieuc avait la réputation d'attirer toutes les campagnes environnantes pour le marché traditionnel des mercredis et samedis. Lieu de rencontre où se réglaient les affaires avant que chacun ne reparte vers ses horizons de haies et de champs. Saint-Brieuc est un petit carrefour en fait. On retrouvait des coiffes de l'ensemble des communes périphériques. Il y avait vraiment une identité très forte et chacun savait d'où venait l'autre. Parmi toutes ces coiffes, il en est une qui se remarque tout particulièrement, c'est la coiffe du pays de Saint-Brieuc, appelée aussi surdos ou aile de pigeon. Pour moi, aile de pigeon, c'est un sobriquet. Aile de pigeon, on peut peut-être le concevoir parce qu'il y a deux ailes. Moi, je l'appelle plutôt surdos. Alors, le surdos, ça va de Tréveneuc, ça va jusqu'à Châtellerault et ça descend jusqu'à l'Ermitage-Lorges. On a ensuite des coiffes de type bonnet carré sur une zone qui couvre 3 voire 4 communes, qui sont Iffignac, Langueux, un petit bout de Trégueux et Lyon. L'œil de Binet, c'est notre œil à une époque entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Les années 30, c'est vraiment les dernières années de port de coiffe. Par contre, j'étais quand même surpris qu'il y en ait encore autant. Où on voit les dernières coiffes, et là, c'est vrai, j'ai la nostalgie. J'ai la nostalgie de voir nos briochines se promener encore avec des coiffes. Il était aussi très fréquent de rencontrer dans les rues de Saint-Brieuc des femmes venant de plus loin avec leur toucaine, la coiffe du Trégor. Nous voici de retour à la braderie de 1932. Devant les étalages de fripes et de bric-à-brac, battleurs et bonimenteurs rivalisent de vocalises et de bons mots pour attirer le chaland et vanter à qui mieux articles et marchandises de toutes sortes. Fouillez, fouinez, et vous trouverez tout ce que vous cherchez. Tout le monde arrive à ce moment-là au chef-lieu pour voir l'ambiance. Et c'est une braderie, donc automatiquement, on va faire peut-être des affaires. Tous les commerçants se sont mis dans le coup, et c'était la première fois qu'il y avait des étals tout le long, n'est-ce pas, tout le long des magasins. À la braderie Briochine, ça s'appelait. Une manifestation formidable, mettant plein de gaieté dans la rue. Le titre de l'article, c'est « Le triomphal succès de la grande braderie de Saint-Brieuc ». La manifestation organisée par le commerce local a connu un étourdissant succès. Une foule que l'on évalue à au moins 40 000 personnes évolue dans les voies bradeuses au son des pick-up, des phonos, des binious et bombardes. Il y avait des gens de tous les coins du pays, de Guingamp, Dinan, Lannion, Tréguier, Loudéac, Uzel, de l'Armor et de l'Argoat. Les commerçants étaient déguisés, dont Alphonse Boulbin, c'était le début d'Alphonse Boulbin, qui était jeune à l'époque et qui était très dynamique. Il était versificateur, si vous voulez, n'est-ce pas? Alors en plus, comme il était assez musicien, il savait prendre un rythme, en copiant même des airs célèbres. D'ailleurs, M. Boulbin avait fait une chanson, c'est la braderie Briochine. C'est la braderie Briochine. Il y a aujourd'hui en ville beaucoup de bruit. On sent que c'est la fête, l'on s'amuse et l'on rit. Voilà la braderie Briochine. Et lorsque vient le soir, aux promenades on peut voir danser jusqu'au matin, petits et grands briochins. Voilà la braderie Briochine. Oh, c'est pauvre. Une autre forme de braderie, la foire Saint-Michel.
Quand Raphaël Binet filme la Foire Saint-Michel, il saisit à merveille l'ambiance populaire et chaleureuse, comme ici sur le Champ de Mars en 1932. Foire à la balle, foire à la couette, temps des déménagements et des brocantes, c'est à la Saint-Michel que les beaux fermiers étaient renouvelés. C'était pour les uns l'occasion de se débarrasser des surplus et des objets usagés, et pour les autres la possibilité de dénicher à bas prix des fripes, antiquailles et autres ferrailles. Quelques commerçants et camelots proposaient aussi du matériel neuf. Et tout comme aujourd'hui, on ne manquait pas d'y venir déguster une galette saucisse ou une fricassée de morue, le tout arrosé d'une bolée de cidre, à consommer sans modération. La mise en service en 1930 de l'usine hydroélectrique de Guerlédan a permis d'étendre considérablement l'électrification des villes et des campagnes. Poteaux, pylônes et fils électriques fleurissent un peu partout dans le paysage. Signe de progrès évident, mais aussi source d'enlaidissement et d'agression pour l'œil du cinéaste photographe. Sensible à la préservation des paysages et de la nature, il filme aussi la destruction des grands arbres qu'on abat pour laisser place à de nouvelles constructions dans les quartiers périphériques de la ville. Et dans le montage de ses films, il oppose aux images de destruction des images bucoliques et champêtres. Et comme son cinéma est muet, il ajoute des cartons en guise de commentaires. L'homme a un point de vue et il entend le faire connaître. Il milite par exemple pour l'effacement des réseaux électriques qui, selon ses propres termes, défigurent tant de beaux paysages. C'était il y a près de 80 ans. C'est la preuve de sa modernité, j'ai envie de dire. Donc il y a toujours en fait ce rapport entre modernité et nostalgie du passé qui est frappant effectivement dans l'œuvre de Binet. Parmi les actualités de l'année 1932, nous avons relevé un surprenant concours de yo-yo organisé par le Nouvelliste pour amuser petits et grands, et surtout pour faire de la réclame pour le journal en perte de vitesse face à son concurrent l'Ouest éclair. Sur ces images, les dirigeants du Nouvelliste affichent un sourire optimiste. Il est vrai qu'avec le yo-yo, on espère toujours monter très haut, même quand on est au plus bas. Le Nouvelliste finira par être acheté par l'Ouest éclair quelques années plus tard. Raphaël Binet filme ici le départ de l'étape du Circuit de l'Ouest, organisé par Ouest éclair. Nous sommes le 27 août 1932. Le peloton s'apprête à prendre le départ de la dernière étape de cette course, très réputée à l'époque. L'étape de la veille, Brest-Saint-Brieuc, fut remportée par Georges Specher devant Paul Le Drogo, qui échoua de peu devant son public. Georges Specher connaîtra son heure de gloire l'année suivante en remportant coup sur coup le Tour de France et le championnat du monde sur route. Le peloton quitte Saint-Brieuc par la rue de Guédic pour rejoindre Rennes via Erquy et le Cap Fréhel. Les chevaliers de la Petite Reine sont souvent à l'honneur dans la région et il n'y a pas un dimanche sans course cycliste. Nous voici dans la Côte d'Iffignac où un certain Bernard Hinault, tout gamin, s'est forgé les mollets et une solide vocation de champion. Mais au moment où Raphaël Binet tournait ces images, il n'était pas encore né. Dans l'entre-deux-guerres, le commerce à Saint-Brieuc était florissant. Impulsé par une bourgeoisie progressiste de notables radicaux-socialistes, alliée à une bourgeoisie commerçante dynamique. Les vitrines et les devantures s'inspirent alors de ce qui s'est fait de mieux dans les grandes villes. Les commerçants s'enorgueillissent d'offrir à leur clientèle les mêmes nouveautés vestimentaires qu'à Paris. Le chic parisien est aussi briochin. Et parmi ces commerçants, il en est un qui se distingue, c'est Louis Beaugrand. En 1933, pour agrandir son magasin au Bon Accueil, Louis Beaugrand ouvre le passage de la Poste.
inaugurée en grande pompe par Octave Briot, maire de Saint-Brieuc. L'idée de Beaugrand, c'est en faisant passer la plupart des gens qui sont pressés à travers son magasin, car en fait c'était à travers son magasin, ça lui fait une rue permanente dont il est propriétaire de toute la rue, des deux côtés. Et dans le milieu, pour que les gens restent un peu plus, il met un théâtre de marionnettes, et à ce moment-là, tous les enfants veulent assister au théâtre de marionnettes. Il y a eu un succès formidable, et il a été assez malin pour empêcher que l'on fasse d'autres passages. Du 1er au 7 mai 1933 se déroule la semaine commerciale. Difficile d'énumérer ici toutes les animations organisées à cette occasion. Retenons la deuxième braderie briochine, réplique de celle de 1932, bis repetita pour les commerçants costumés, les musiciens, les comédiens et les saltimbanques. Pour Alphonse Boulbin, c'est aussi une nouvelle occasion de monter sur les planches et de pousser la chansonnette. À cette époque, Saint-Brieuc donne à voir son dynamisme et on y vient en foule à la moindre occasion. Une fois de plus, Saint-Brieuc est noir de monde et le sourire est sur tous les visages. Une journée fut entièrement consacrée à l'automobile, sorte de vitrine ambulante d'une certaine réussite sociale. Mais cette initiative n'eut pas un réel retentissement populaire. Il y eut aussi une course de garçons de café qui n'a pas laissé de traces impérissables dans les annales briochines. Le défilé de chars destiné à clore la semaine eut davantage de succès. Chaque corporation avait son char, défilant derrière celui de la reine de Saint-Brieuc, entouré de ses demoiselles d'honneur. Tout le monde prend part à la fête, y compris les figurants improvisés qui se trouvaient là par hasard, au retour d'un exercice militaire. Après une première réception à la mairie sous la présidence d'Octave Briot, c'est au tour d'Octave Louis Aubert, le tout nouveau président de la Chambre de commerce, d'accueillir tous ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation. Le soir, la clôture officielle a lieu à l'Hôtel d'Angleterre, où les invités sont accueillis au son d'un jazz band. Quelques mois plus tard, le dimanche 23 septembre au soir, le Grand Hôtel d'Angleterre est la proie des flammes. Raphaël Binet filme cette fois les combattants du feu en pleine action. C'était un grand incendie, il y avait quand même deux grandes ailes de bâtiments qui flambaient, et puis un hôtel quand même, un hôtel célèbre en plus, puisqu'il était au milieu de la ville, place du Guesclin, où il y avait la Croix-Rouge et l'hôtel d'Angleterre, l'un à côté de l'autre. Dans les années 20, cet hôtel très réputé accueillait les voyageurs fortunés. Lady Monde, la richissime châtelaine de Belle-Île-en-Terre, y avait ses habitudes. Si bien que la Rolls-Royce de Lady Monde s'arrêtait toujours là quand elle venait de Paris et qu'elle allait à Belle-Île-en-Terre, à Quatanoz, château de Quatanoz. Mais les briochins aisés s'y retrouvaient aussi pour des dîners et des réceptions en famille ou entre amis. Pour alimenter ses programmes d'actualité filmés, Raphaël Binet est toujours en quête de sujets. Et lorsqu'il pose sa caméra dans la cour de la caserne charnaire, il filme l'arrivée des Bleus, la visite médicale, les chambrées, les exercices de marche au pas,
et l'apprentissage du salut militaire. Le soldat est maintenant prêt à saluer le drapeau qu'il est appelé à servir. Si le clergé est omniprésent à Saint-Brieuc entre les deux guerres, les militaires le sont aussi. De commémoration en commémoration, de revue de troupes en défilé, on trouve dans les archives de Raphaël Binet une quantité impressionnante d'images de cérémonies militaires du 71e régiment d'infanterie. Ce qui pour le moins témoigne chez l'artiste d'une fibre patriotique exacerbée. Le sport comptait beaucoup dans la vie de la cité. Les fêtes athlétiques et sportives, tantôt laïques, tantôt religieuses, attiraient toujours beaucoup de monde. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain pouvait répéter les vicaires des patronages lors du triomphe des biceps. Rien n'échappe à l'œil du chasseur d'images, comme ici les femmes de Cesson, embarquées sur leur charrette, tirées par un bardeau. Il y avait les pessonnières, comme on l'appelait, qui venaient vendre le poisson que leur mari avait pêché. Raphaël Binet a filmé la vie briochine entre les deux guerres sous un certain angle. Sa caméra ignore tout de la transformation sociale des années 30 à Saint-Brieuc. Les seules images de chantier que nous ayons trouvées sont celles de la construction du syndicat d'initiative en 1932. Il a peu filmé le travail et le Saint-Brieuc de tous les jours, s'attachant au contraire à fixer sur la pellicule les événements marquants qui sortaient de l'ordinaire. Mais il arrive que sa caméra nous fasse découvrir une autre facette, comme ici dans les ateliers d'une fabrique de bonneterie. En 1934, eurent lieu les festivités de la commémoration du 7e centenaire de Saint-Guillaume, évêque fondateur de la cathédrale de Saint-Brieuc. L'événement, présidé par Octave Louis Aubert, fut filmé par plusieurs équipes de reporters. La caméra des actualités pâtées ainsi que celle de Ouest Éclair était sur place pour l'apothéose finale qui rassembla plus de 100 000 personnes selon les journaux de l'époque. Raphaël Binet, toujours fidèle à sa caméra légère, réalise à sa manière un de ses plus longs reportages. On a voulu faire le souvenir de Saint-Guillaume avec, naturellement, recréer l'ambiance du XIIIe siècle, de 1234. Il y a eu braderie le jour-là aussi, il y a eu braderie. Et ça a duré une semaine. Hein. Alors pour ça, il a fallu donc que toute la ville participe, tous les commerçants costumés, tous les commerçants, en transformant leurs magasins, leurs beaux devantures en style XIIIe siècle. C'était très drôle, avec du contreplaqué, et puis la peinture, etc. Il y avait plein de gens costumés en habits médiévaux. Il y avait d'ailleurs, je ne sais pas si c'était la reine de Saint-Brieuc, sur un beau cheval, oui. Oui, les fêtes de Saint-Guillaume ont bien marqué Saint-Brieuc, oui. C'était en même temps le profane et le religieux mélangés, qui exaltait, si on peut dire, une période très riche du XIIIe siècle, une période formidable. L'épilogue de ce film peut paraître étrange, mais Raphaël Binet semble désenchanté. Il filme de moins en moins et se prépare à quitter Saint-Brieuc pour Rennes, où sa fille vient d'être admise à l'hôpital pour être soignée d'une grave maladie. Là, ce que moi je ne sais pas, c'est à quelle date précise Raphaël Binet part à Rennes. Car je sais qu'il part à Rennes en 1935, mais je n'ai pas la date précise. Alors, ce dont on est sûr, ça veut dire que sa dernière production daterait plutôt du 24 février 1935. Exactement. D'accord. Et il est indiqué ici, séance cinématographique par l'artiste briochin Raphaël Binet. Voilà, c'est tout ce qui est indiqué, et après on n'a pas le Ça, c'est vraiment la dernière mention de Binet à Saint-Brieuc. De Binet à Saint-Brieuc, oui.
D'accord. Sur le moniteur donc du 16 février 1935. À Rennes, Raphaël Binet doit tout reprendre à zéro et se refaire une clientèle. La réputation acquise à Saint-Brieuc et dans la région lui permettra de se faire très vite un nom dans la capitale bretonne. Et après le décès de sa fille, il trouve encore le courage de poursuivre ce qu'il avait initié à Saint-Brieuc, tourner et produire des images de chez nous sur la vie rennaise. À Saint-Brieuc, Lucien Bailly, l'un des concurrents de Binet, qui a repris une partie de sa clientèle, tente de se mettre lui aussi au cinéma. Nous avons retrouvé au musée de Saint-Brieuc des images tournées par Bailly. Nous avons retenu de lui quelques plans tournés sur l'aérodrome de Plaineville lors d'un meeting aérien en 1937, un mariage à Saint-Brieuc et des images historiques de la visite du président de la République Albert Lebrun à Saint-Brieuc en 1938. Aujourd'hui, les images tournées par Raphaël Binet en chroniqueur de son temps sont pour nous un précieux témoignage. Et pour paraphraser une célèbre formule, on pourrait dire à propos de sa manière de filmer que ce ne sont pas juste des images, mais des images justes.